Chère Marine, chers amis, mesdames, messieurs, notre événement d'aujourd'hui se présente à bien des égards comme ceux qui, lors des marches vers les plus grandes victoires, permettent de dresser un bilan d'étape, bilan portant justement déjà les promesses des victoires à venir. Nous nous trouvons réunis aujourd'hui en cette belle région Nord-Pas-de-Calais-Picardie dans le cadre de la campagne pour les élections régionales, élections à l'issue desquelles, nous en sommes convaincus, Marine Le Pen deviendra la présidente de région. Cette conquête des exécutifs locaux, qui répond à l'objectif de notre nécessaire implantation locale, jalonne en même temps la voie de notre accession à l'exécutif suprême. Et c'est par cette victoire à la présidentielle que passe, puisque c'est le thème de l'éducation qui nous réunit aujourd'hui, le salut de l'école. 2017, nous l'espérons et y travaillons d'arrache-pied, sera le moment d'un tournant politique majeur, celui dont l'urgence ne s'est jamais faite autant ressentir. Car l'urgence n'a jamais été aussi grande pour notre pays, la France, de retrouver ses frontières, sans lesquelles son identité, autant que son modèle social, ne saurait perdurer. L'urgence n'a jamais été aussi grande pour notre pays de retrouver une monnaie adaptée à son économie, sans laquelle il ne saurait y avoir de prospérité. L'urgence n'a jamais été aussi grande de redresser l'école et l'université, où se joue l'avenir individuel des jeunes Français et donc l'avenir collectif de la nation. Et c'est à cette fin, pour préparer ce nécessaire redressement, que le mouvement patriote a constitué le collectif Racine des enseignants, lequel a été inauguré en présence de Marine Le Pen le 12 octobre 2013 à Paris. Nous sommes donc aujourd'hui aussi rassemblés pour célébrer ce deuxième anniversaire du collectif Racine, occasion donc de dresser un bilan d'étape, de considérer le chemin parcouru et de faire de cette commémoration ce qui annonce aussi de futurs combats jusqu'à la victoire pour l'école de la République et donc pour la France. Que ne s'était-on étonné, il y a de cela 2 ans, de la constitution d'un collectif d'enseignants liés au Front National. Cela bouleversait les représentations si bien campées dans les esprits, déroutait les analyses sociologiques, ruinait les préjugés. Il a pourtant bien fallu compter depuis 2 ans avec des enseignants à l'engagement patriote assumé, prêts à faire peu à peu céder les digues idéologiques, résolus au-delà de leur engagement personnel à faire collectivement bouger les lignes. Depuis 2 ans, nous avons largement fait connaître, tout particulièrement par de nombreux articles et communiqués, les positionnements qui sont les nôtres, pour une école et une université de l'excellence et de l'égalité bien comprises, c'est-à-dire recentrées sur leur mission, reconnaissant pleinement le mérite des élèves et des étudiants et permettant en cela une juste promotion sociale. Depuis 2 ans, nous avons inlassablement dénoncé l'ensemble des fossoyeurs de notre école et de notre université, ceux qui, tous ensemble, sont comptables devant la nation du naufrage de l'une comme de l'autre. Le PS, certes, qui aujourd'hui, avec le ministre Vallaud-Belkacem, accentue comme peut-être jamais auparavant l'effondrement de notre système scolaire, mais tout aussi bien l'UMP, car, et ne nous y trompons pas, UMP et PS sont tous deux co-responsables de ce naufrage. Et lorsque l'UMP, justement, tente piètrement, en jouant l'opposition de façade comme elle l'a fait, en réclamant l'abrogation du décret qui a instauré en mai dernier la réforme Valls-Vallaud-Belkacem du collège, lorsque l'UMP cherche à tirer profit du mécontentement légitime suscité par cette réforme, qui annonce une catastrophe sans précédent, cela ne doit abuser personne. Car cette réforme, l'UMP l'aurait conduite à l'identique, dans le prolongement de ses propres politiques éducatives. Elle qui, sous François Fillon, impulsa la pédagogie du socle, impliquant la révision à la baisse des contenus enseignés. Elle qui, sous Luc Châtel, accrut l'autonomie des établissements au mépris de l'égalité des élèves devant les enseignements. Toute chose, justement, que perpétue et amplifie, au niveau du collège, la réforme Valls-Vallaud-Belkacem. Nous n'avons pas manqué aussi de dénoncer les syndicats complices depuis tant d'années de collusion avec ces réformes UMPS. Le jour même où débutaient les élections professionnelles de novembre-décembre 2014, nous avons appelé par voie de communiqué de presse les personnels de l'éducation à faire barrage aux organisations syndicales coupables de telles collusions, en acceptant de la critique 2 syndicats à la progression desquels ce soutien allait contribuer. Et nous avons ainsi troublé le jeu habituellement si fermé du syndicalisme enseignant, en influant sur les résultats du vote, comme cela a été reconnu par plusieurs médias et en direct le 3 mai dernier par Najat Vallaud-Belkacem elle-même. Nous nous sommes encore hissés à l'avant-poste de la contestation en cours contre la réforme Valls-Vallaud-Belkacem,
par la publication de nombreux textes, analyses, articles, communiqués, repris dans un numéro spécial de notre lettre qui est à votre disposition ici, le lancement d'une pétition nationale, une réunion publique au mois de juin dans le Vaucluse. Et dans le prolongement de notre dénonciation inlassable du collège unique, dont la réforme constitue en quelque sorte l'amplification, la cohérence de nos positionnements n'a pas manqué de trouver, à cette occasion aussi, un très large écho au point de susciter de nombreux ralliements. De sorte que oui, le travail accompli a à ce point porté ses fruits que le collectif Racine s'est progressivement imposé dans le monde de l'éducation comme une force de premier plan dont la voix fait autorité. 2 ans après notre lancement officiel, les effets de notre engagement sont devenus tangibles. Si le milieu enseignant pouvait auparavant se croire largement hors de portée des thématiques nationales et patriotes, les choses se sont alors mises à changer. Et les sympathies se sont faites de moins en moins tacites et de plus en plus nombreuses. En somme, il y a 2 ans, a commencé la pénétration de nos idées dans un milieu professionnel qui leur était traditionnellement l'un des plus fermés, et celle-ci n'a cessé depuis de se poursuivre. Plusieurs sondages d'ailleurs n'ont pas manqué d'objectiver cette dynamique. Si, en 2012, seuls 5% des enseignants, 40 000 environ, avaient placé dans l'urne un bulletin bleu marine, leur intention de vote pour la prochaine présidentielle connaissent une augmentation de 60% selon un sondage de l'IFOP daté de juin 2015. Gageons que ce sera plus d'un enseignant sur 10 qui, en 2017, portera ses suffrages sur la candidature de Marine Le Pen. Mais c'est aussi très au-delà du seul monde enseignant que porte notre voix. Dans les oppositions contre les réformes en cours, dans les conceptions que nous défendons pour l'école et l'université de demain. Nous le mesurons aussi, c'est une part croissante de l'opinion qui se reconnaît. Pour renvoyer à un autre sondage, plus récent encore, nous apprenions dans Marianne de la semaine dernière qu'une large majorité des Français, qu'ils se disent d'ailleurs de droite comme de gauche, sont favorables au redoublement, opposés à la suppression des notes et même partisans de la réintroduction de la blouse à l'école. Autant de positions qui sont les nôtres, qu'à dire vrai, nous sommes les seuls à assumer pleinement et que nous ne manquerons pas, sans nul doute, d'inscrire dans le projet présidentiel. Alors oui, le collectif Racine, dont nous célébrons aujourd'hui en présence de Marine Le Pen les 2 ans, ne peut qu'être fier des succès qu'il a d'ores et déjà remportés. Et prêt plus que jamais à poursuivre son engagement et à amplifier son travail, il peut tout aussi bien être confiant dans ceux que lui promette l'avenir. Car depuis 2 ans, aussi et surtout, nous avons travaillé d'arrache-pied pour l'avenir, tous unis dans la conviction profonde, largement partagée donc au-delà de nos rangs, que gauche et droite, UMP comme PS, détiennent une commune responsabilité dans la faillite de notre système d'éducation et que seul le véritable changement politique dont le Front National et le Rassemblement Bleu Marine portent les promesses permettra de redresser l'école et l'université française. Et c'est pour donner davantage corps encore à cette aventure collective, dans le seul dessein de servir la France en sauvant son école, que parallèlement à l'implantation croissante du Front National et du Rassemblement Bleu Marine, nous poursuivons celle de notre mouvement, ce pourquoi nous procédons aujourd'hui au lancement dans ce département du Nord d'une nouvelle section départementale du collectif Racine. Le Nord est donc le 16e département français où le collectif s'implante, et je souhaite tout le meilleur à ces enseignants qui ont choisi de s'engager à leur tour et que nous entendrons tout à l'heure. De même que je forme les vœux que dans cette région Nord-Pas-de-Calais-Picardie, le Front National et le Rassemblement Bleu Marine parviennent à la victoire en décembre prochain. Je vous remercie. Voilà, chère Marine, cher Alain, président du collectif Racine. À vélo. Alain à vélo du collectif Racine. Je suis tellement modeste. Daniel Philippot, donc maintenant, à partir d'aujourd'hui, le responsable du collectif Racine du Nord, c'est ça, hein? Alors, je ne vous... Marie Desmazières. Et moi-même, je suis donc Valérie Lopi. Je viens de Tarascon dans les Bouches-du-Rhône et je suis aussi conseillère régionale. Mais surtout, c'est ce dont je viens vous parler en quelques minutes maintenant, c'est que je suis depuis 23 ans enseignante en ZEP et directrice d'école. Et j'aime toujours passionnément mon métier. Alors c'est un petit peu paradoxal parce que c'est vrai que ça devient de plus en plus difficile
de travailler dans l'école et puis de travailler en ZEP. Mais je suis persuadée que si justement j'ai encore beaucoup de plaisir à y travailler, c'est que mon engagement politique m'a permis de finalement incarner mon désir de changer cette école, parce que je sais que c'est possible. Je sais que c'est possible et qu'il y a des alternatives qui existent toutes simples pour très rapidement redresser l'école. Donc si vous voulez, moi je vois mes collègues fuir la ZEP, et moi je me fais un point d'honneur à y rester pour pouvoir dire haut et fort la réalité de l'école. Donc ça embête bien d'ailleurs nos adversaires socialistes particulièrement, qui croient qu'ils savent tout sur l'avenir des jeunes, et en fait je leur démontre qu'en fait c'est pas la réalité, et que nous avons les solutions au Front National, et ça marche, puisque en fait mon inspectrice a eu du mal à le reconnaître, mais elle avait reconnu qu'il y avait de très bons résultats dans mon école, et cette réussite de l'école passera forcément, notamment à l'école primaire, par les savoirs fondamentaux qu'il faut remettre au cœur de l'école, et non pas, comme l'avait dit Lionel Jospin en 89, mettre l'enfant au cœur de l'apprentissage. C'est les savoirs qu'il faut remettre au cœur de l'école, et c'est aussi des maîtres, des professeurs dignes de ce nom, c'est-à-dire qui ont toute leur autorité. Alors je vais vous faire en quelques points le portrait d'une ZEP aujourd'hui. Eh bien, quand on arrive à l'école, on ne parle pas français aux abords de mon école. On ne salue pas non plus les maîtresses d'école, ni la directrice. Ça, c'est les parents d'élèves. Et puis, je dois aussi soutenir très régulièrement mes collègues qui sont en proie aux incivilités, on appelle ça les incivilités, des familles. Donc il faut les soutenir, parce qu'il y en a quelques-unes qui sont sous l'exomile aussi. Et puis, en revanche, je ne suis pas toujours soutenue, moi, par ma hiérarchie, parce que, en fait, je pense que c'est cette idéologie qui a été véhiculée par nos ministres socialistes, mais même l'UMP, qui fait en sorte qu'aujourd'hui, c'est le confort de l'élève qui est primordial et qui passe avant les résultats scolaires. D'autre part, on ne veut pas de mauvais élèves, ça n'existe pas les mauvais élèves, parce qu'en fait, cet égalitarisme forcené qu'on nous demande de réaliser, eh bien, on ne met plus de notes, on essaye de nous faire passer cette idée que les notes seraient traumatisantes pour les enfants. Alors c'est vrai que si vous ne mettez pas de notes, tout le monde finalement peut dire que tout le monde a des bons résultats. Et je dois aussi, dans mon école, comme dans beaucoup d'écoles en ZEP, organiser moi-même les cours d'arabe le soir après la classe. Vous voyez, donc alors c'est pareil, Najat Vallaud-Belkacem avait dit que c'était très important de réduire la journée d'école, mais pour les cours d'arabe, vous les rallongez jusqu'à 18h. Voilà. Et moi j'ai vécu aussi, fin 2014, lorsque Madame la Ministre, après Vincent Payon, nous a fait placarder sur l'école l'affiche de la charte de la laïcité, d'ailleurs que cette année les parents d'élèves devaient signer avec le règlement scolaire. Et bien au même moment où Vincent Payon nous faisait placarder cette affiche aux abords de l'école, Najat Vallaud-Belkacem, quelques mois plus tard, disait que les mamans d'élèves pouvaient participer aux sorties scolaires voilées. Et ça a fait vraiment cet effet-là sur mon école, c'est qu'en fait, même des mamans qui n'étaient pas voilées jusqu'alors se sont voilées, parce que c'était une vitrine et une espèce d'émulation entre elles, où elles se disaient « bon, il faut que je me voile, parce que sinon je vais être critiquée par... voilà. » Et donc, j'ai trouvé ça vraiment très paradoxal de la part de notre ministre, elle qui ne parle que de laïcité. Eh bien, pour moi, ça a été la première entorse à la laïcité, c'est elle qui l'a provoquée. Voilà. Elle parle aussi beaucoup, Madame la Ministre, qu'il faut absolument de la mixité dans les écoles, de force d'ailleurs. Elle a dit qu'elle mettrait même... Elle n'a pas parlé de quotas parce que je sais que c'est tabou, mais elle a parlé que vraiment dans les collèges, il y a la carte scolaire, ça s'appelle comme ça, il fallait qu'il y ait... Voilà, qu'on n'ait pas le choix de son école pour qu'il y ait la mixité sociale. Or, si vous voulez, ce qui est en train de se passer, moi je l'ai vécu particulièrement l'année dernière et cette année, c'est le départ des familles qui sont quand même attachées aux principes éducatifs de base de leurs enfants. Ils partent en fait dans le privé parce qu'il y a justement ce communautarisme qui est très très ostensible dans nos écoles. Il y a beaucoup de violence aussi parce
parce qu'en fait, c'est un peu la loi de la jungle de la société qui, évidemment, existe aussi dans les écoles. Et si vous voulez, son plan de mixité, il fait complètement flop parce qu'en fait, les gens partent dans le privé. Enfin, les familles modestes pourtant, partent dans le privé. Alors moi, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que pour être... moi, je dis aux professeurs, n'ayez pas peur de venir au collectif Racine. Vous n'êtes pas obligé de l'afficher quand vous venez à l'école. Mais il y a beaucoup d'enseignants, finalement, qui nous rejoignent dans les idées et qui ont peur, à juste titre, parce que c'est vrai que c'est quand même pas une corporation finalement très tolérante. Mais il ne faut pas avoir peur de rejoindre le collectif Racine, parce qu'en étant fier de ce à quoi on croit à l'école, en fait, on fait très rapidement des émules, même chez les professeurs. Voilà. Et je suis très fière d'être vice-présidente du collectif Racine, fière de la considération qu'a Marine pour le collectif Racine, et tout cela continue à me donner des ailes pour aller à l'école en ZEP tous les jours. Voilà, je vous remercie. Alors moi je vais poursuivre, on entre un petit peu dans le détail de ce que vient de dire Valérie. Donc chère Marine, chère Alain, chers amis, mesdames, messieurs, Alain Vélo l'a dit précédemment, j'ai décidé moi d'apporter ma pierre à l'édifice du collectif Racine en créant la section Nord, donc, qui va débuter aujourd'hui. Je suis en retraite depuis le 1er septembre, après avoir dirigé 35 ans un établissement scolaire, et donc j'ai souhaité mettre à profit mon expérience. Je pense avoir quand même une certaine expertise du système éducatif après une aussi longue carrière. Alors pourquoi j'ai rejoint le collectif ? D'abord parce que j'ai toujours été passionné par les questions d'éducation, ça c'est évident. Ensuite parce que j'y retrouve bien évidemment mes idées, sinon je n'y serais pas venu. Ensuite, enfin, parce qu'il m'a semblé que ce collectif est le seul véritable espace de réflexion et de proposition pour une école qui soit plus juste, plus efficace dans ses apprentissages, une école dans laquelle les enseignants aussi se sentent épanouis, respectés et reconnus. Et puis on apprend, alors là c'est tout récent, ça date d'il y a 2 jours, que l'école n'a jamais été aussi inégalitaire. Donc il nous faut vraiment apporter des solutions, et c'est un petit peu le but de ce collectif. Moi, durant ma carrière, j'ai connu 23 ministres de l'Éducation nationale. Pourtant, je n'ai pas débuté au 19e siècle. Mais chacun sait que les ministres ont une durée de vie très courte, rue de Grenelle. Chacun essaie d'y laisser sa marque, son empreinte, ce qui explique qu'à la valse des ministres correspond à la valse des réformes. Le successeur, lui, s'évertue toujours, le plus souvent, à défaire ce que son prédécesseur a fait. C'est ainsi que ça fonctionne depuis que je connais ce ministère. C'est vous dire que j'en ai connu des réformes, certaines insensées, d'autres farfelues, de toute façon toujours éphémères. Je lisais récemment un article sur, entre guillemets, le mystère français de l'échec répété de toutes les réformes de l'éducation nationale depuis plus de 30 ans, fermez les guillemets. Les études internationales nous disent que près de 20% des élèves de 3e, contre 15% il y a 6 ans, donc ça s'aggrave, sont aujourd'hui incapables de résoudre un problème de mathématiques de CM2, des élèves de 3e. Tous les indicateurs sont au rouge. Dans les fameuses enquêtes PISA, la France est passée entre 2000 et 2009 pour la compréhension de l'écrit du 10e rang sur 27 pays au 17e sur 33. Les enquêtes nationales vont dans le même sens. Une synthèse des évaluations qui a été publiée par le ministère nous apprend que le niveau de lecture en CM2 a nettement baissé entre 1997 et 2007, en 10 ans. Le niveau qui était celui des 10% les plus faibles est, 10 ans plus tard, celui de 21% des élèves. La baisse se constate quelles que soient les compétences. Un élève sur 3 est faible en orthographe, contre 1 sur 4 10 ans plus tôt. À la même dictée, 46% des élèves faisaient plus de 15 fautes, contre 21% 10 ans plus tôt. En calcul, même chose, c'est aussi négatif.
Le recul n'épargne que les enfants des cadres supérieurs et des professions intellectuelles, dont les enseignants. Dès lors, comment s'étonner de voir des élèves entrer en 6e sans être capables de suivre? Nous avons organisé l'échec. La réduction du temps de travail des élèves est un formidable gâchis, nous dit Antoine Prost, historien de l'éducation. Selon lui, le problème est double, quantitatif et qualitatif. Nous sommes passés d'abord, entre la guerre et les années 60, de 40 semaines de classe à 36. Nous sommes ensuite passés de 30 heures par semaine à 27, puis à 26 et maintenant à 24. Nous sommes à 140 jours de classe contre 175 dans les années 60. À 840 heures dans l'année, contre 1050 à cette époque. C'est un 1/5 de moins. Les élèves ne passent pas plus de temps en classe aujourd'hui en 5 années d'école primaire qu'ils n'en passaient en 4 ans il y a une génération. C'est comme si on avait obligé tous les élèves à sauter une classe. Nos voisins européens n'ont pas beaucoup plus d'heures de classe, mais ils les répartissent sur 180 à 200 jours. Nous, c'est 140. De plus, nous ne cessons de vouloir qu'ils apprennent davantage. Nous avons introduit à l'école une langue vivante, mais aussi l'histoire de l'art, la sécurité routière, la sauvegarde de l'environnement, l'aide aux premiers secours, l'informatique, etc., etc., etc. Soyons sérieux, nous prétendons vouloir que nos enfants apprennent plus et mieux, et nous avons fait jusqu'ici tout ce qu'il fallait pour qu'ils apprennent moins et moins bien. Il est urgent de réfléchir aux moyens d'enrayer cette régression. Concernant la réforme des rythmes scolaires, le débat s'est focalisé pendant 2 ans sur les activités périscolaires. À aucun moment n'a été discutée l'utilité de cette matinée de travail supplémentaire, du temps d'apprentissage mieux réparti sur la semaine. Personne ne s'interroge sur l'intérêt pédagogique des organisations proposées et ne pose les questions essentielles. 1. Quel impact avéré sur les rythmes biologiques des enfants? 2. Quels bénéfices sur leurs apprentissages? Notamment pour les villes en plus qui consacrent le vendredi après-midi aux ateliers périscolaires. Au fil des ans et au vu des résultats catastrophiques, le bon sens a quand même parfois prévalu. Ainsi, dans le domaine de l'apprentissage de la lecture, nous revenons peu à peu, enfin, à la méthode syllabique. Il est d'ailleurs amusant de voir que notre hiérarchie, qui a ardemment combattu cette méthode pendant des années, la défend aujourd'hui avec les mêmes convictions. Que penser des convictions de ces pédagogos? Les résultats seraient sans doute encore plus catastrophiques si nombre de maîtresses de CP n'avaient continué, en cachette, la lecture à haute voix et les dictées de syllabes. Je pourrais multiplier les exemples de réformes irréfléchies aussi stupides qu'incohérentes. Les maths modernes, la grammaire fonctionnelle, l'observation réfléchie de la langue, j'en passe et des meilleurs. Quant à la mise en place des cycles, mieux vaut en rire. La grande section maternelle, qui était d'abord au cycle 1, ensuite a été attachée au cycle 2, pour une meilleure liaison avec le CP, et puis récemment on vient de la remettre au cycle 1. Le CE2, lui, est passé du cycle 3 au cycle 2. La 6e rejoint les CM1 et CM2 en cycle 3. Bref, de quoi en perdre son latin. Probablement ce qui est arrivé à Najat Vallaud-Belkacem. Enfin, cerise sur le gâteau, tout dernièrement, les résultats de l'évaluation des élèves, notés ou pas, de 1 à 10, de 1 à 4, ou avec des smileys, ou des pastilles de couleur, c'est comme on veut. L'essentiel étant, comme ils disent, de ne pas traumatiser les enfants. Il me faudrait aussi aborder le problème de la formation professionnelle initiale et continue. Un vrai délire. J'aurais également envie d'évoquer l'absolue et urgente reconnaissance statutaire de l'école primaire et des directeurs d'école. Les milliers de postes de direction non pourvus chaque année. Mais le temps me manque. Après tout ce que je vous ai dit, comment ne pas comprendre la résignation et la démotivation des enseignants qui se lassent de toutes ces réformes qu'on leur impose. Voilà où nous ont conduit les 23 ministres qui ont jalonné ma carrière. Ici, je n'ai abordé que des sujets traitant de l'école primaire, mais je suis entouré de collègues, dans le collectif 59, je suis entouré de collègues professeurs de collège, lycée et université, qui, comme moi, ont à cœur d'apporter leur contribution au débat. Toutes nos réflexions, issues de notre expérience sur le terrain, feront l'objet de publications thématiques au sein des différents groupes de travail du collectif Racine.
Pour conclure, il me reste à remercier Alain Vélo, ses collaborateurs. Grâce à eux, le collectif Racine a pris un réel essor et s'est créé une vraie réputation de sérieux. Il est devenu une force crédible de proposition. De nouvelles sections voient régulièrement le jour, comme l'a dit Alain, c'est le cas de la nôtre aujourd'hui. Je suis convaincu que de plus en plus d'enseignants nous rejoindront pour faire entendre la voix du redressement. Enfin, je tiens également à remercier tout particulièrement Marine Le Pen pour son écoute du monde enseignant et l'encouragement précieux qui est le sien pour le développement du collectif Racine. Voilà, je vous remercie de votre attention. C'est Marie qui va prendre la parole. Chère Marine, chers tous, je m'appelle Marie Desmazières, j'ai 26 ans et je suis enseignante depuis 3 ans, actuellement en classe de CM1. Alors je me suis tournée vers l'enseignement parce que j'avais à cœur de transmettre des valeurs et des savoirs aux élèves pour qu'ils puissent affronter le monde de demain et le construire. Or très rapidement, lors de mes études à l'UFM, je me suis aperçue que l'école avait abandonné sa première mission qui est celle d'instruire et que à la place elle avait prôné des méthodes d'enseignement qui empêchent l'enfant de se constituer des savoirs durables et que l'enseignant n'est plus là pour instruire, c'est l'enfant qui est soi-disant constructeur de son propre savoir. Donc j'ai été très rapidement révoltée de voir ces méthodes en application alors qu'elles n'ont pas du tout fait leurs preuves, au contraire, puisque comme il a été dit tout à l'heure, le niveau des élèves ne cesse de baisser, les fautes d'orthographe sont incroyables dans les dictées, ils ne sont pas capables de s'exprimer correctement à l'oral ou même à l'écrit, ils ne connaissent plus les grandes dates de notre histoire, ils ne savent pas situer les grandes villes de France sur une carte, et j'en passe. Aujourd'hui, un enfant qui veut réussir a la plupart du temps besoin de cours en plus de soutien. Il doit se tourner vers des orthophonistes ou autres spécialistes. Ce qui fait qu'au final, j'ai l'impression que l'école d'aujourd'hui, censée mettre tous les enfants à égalité devant le système scolaire, est au contraire porteuse d'inégalités. Donc c'est pourquoi il me semble important de revenir vers des méthodes d'enseignement qui ont fait leurs preuves depuis toujours. Et je pense en particulier à la méthode syllabique pour l'apprentissage de la lecture. Voilà, en tant que jeune enseignante, je ne veux pas rester les bras croisés devant la dégradation du système scolaire. Et je pense que c'est pourquoi j'ai rejoint le collectif Racine, afin qu'on puisse réfléchir ensemble à améliorer ce système de l'intérieur. Et j'espère que cette démarche poussera d'autres enseignants à nous rejoindre et à oser s'exprimer sur le sujet. Merci à vous. Bonjour tout le monde. D'ailleurs, le président, je vous remercie de me donner la parole. Je voudrais exprimer ma fierté en tant que directeur d'école depuis plus de 23 ans dans le Nord, Pas-de-Calais, ma fierté de rencontrer ma collègue de Tarascon. J'espère qu'il n'y a pas beaucoup de tartarin dans son secteur. Voilà. Bien, donc moi je suis directeur d'école, j'ai commencé ma carrière à Roubaix, à Lille, j'ai été directeur sur le Valenciennois, dans l'Avesnois et maintenant je suis dans le Cambrésis, où Marine a eu un succès invraisemblable il y a une quinzaine. Voilà, moi je pense que je partage entièrement tout ce que j'ai vraiment entendu depuis tout à l'heure, surtout Daniel, je pense que tu as fait un panel de tout ce que nous avions déjà vécu, ce que nous vivons au quotidien, et je peux vous affirmer que c'est de plus en plus difficile, J'ai quand même eu aujourd'hui la joie immense de rencontrer une jeune collègue qui est nommée dans mon établissement, qui est pleine de fou, qui est pleine d'envie, et qui quand même parfois nous fait croire quand même à un avenir bien meilleur.
Voilà, donc moi je voudrais pas être corporatiste, mais je vais relire un extrait du programme du Front National. En parallèle, un statut du directeur d'école devra lui donner les moyens d'accomplir complètement ses missions. Une revalorisation de la rémunération et une amélioration du régime de décharge sont indispensables pour pallier les problèmes actuels de recrutement qui sont préoccupants. C'est valable pour les directeurs, c'est valable pour les professeurs, les principaux de collège et nos collègues proviseurs. Alors, je peux vous dire que les personnels de direction passent, je sais très bien de quoi je parle, passent la plupart du temps à faire remonter des enquêtes, des tableaux de données, à faire des projets qui pour la plupart, n'ont toujours que deux objectifs. Le premier, faire gérer par des subalternes la pénurie et le manque d'ambition des différentes politiques de ces dernières années. C'est essentiel, on nous fait passer pour des secrétaires du matin au soir, on reçoit des mails, on remplit des tableaux, et au bout du compte, tout ça ne sert qu'à faire marcher une machine qui marche très très bien, hein, à l'inspection académique. Ensuite, c'est permettre aussi, ce deuxième point, c'est permettre à leur hiérarchie d'obtenir une reconnaissance académique nécessaire à son avancement. Alors beaucoup de personnels de direction qui sont placés au-dessus des chefs d'établissement, l'objectif c'est de remplir des dossiers, et ces dossiers servent à faire participer, à faire mettre en valeur leur petite carrière personnelle. Alors moi je pense que vraiment il faut vraiment rompre avec ce fonctionnement au quotidien et qui mène à la catastrophe éducative et morale, mais je pense que cette catastrophe éducative et morale, elle est quand même bien présente, elle est vraiment déjà devant nous. Alors pour cela, je pense qu'il faut arrêter de faire l'aumône. On fait l'aumône aux collègues. Certains chez les Républicains font un livre, ils promettent monts et merveilles aux enseignants, on leur promet 10%, on leur promet 20%. Il faut aussi créer un vrai statut avec de vrais moyens qui soient tous identiques au niveau national. Un enfant, une municipalité, ça peut aller de 15 € attribués par la commune jusqu'à 300-400 € par enfant. Donc les enfants ne sont pas égaux devant l'éducation. Quel que soit le milieu, quelle que soit la région, quelle que soit la ville. Les enfants ne sont pas égaux. Et tous ces gens qui nous parlent d'égalité, de tous nos amis socialistes, entre guillemets, nous font bien au réel, au concret. On voit tous les jours que ces enfants sont vraiment complètement différents d'un endroit à un autre. Je voudrais finir aussi en disant qu'il faut former et donner aux chefs d'établissement, quels qu'ils soient, primaire, secondaire et au-dessus, une reconnaissance juridique. Je peux vous dire que les chefs d'établissement n'ont accès à rien du tout au niveau données juridiques, au niveau des enfants. Nous n'avons aucune suite de tout ce que nous faisons. Les chefs d'établissement, les directeurs d'école qui s'engagent, qui veulent défendre leurs enfants, se retrouvent parfois démunis complètement, sans aucune connaissance. Alors bien sûr, je voudrais aborder un dernier point, c'est donner de l'autonomie financière pour gérer localement et sur projet au niveau des établissements scolaires. Alors là, le point important, j'en ai discuté avec quelques collègues il y a la semaine dernière, je pense qu'il faut donner du pouvoir aux chefs d'établissement scolaire parce que parfois, on se retrouve souvent vraiment au quotidien avec des décisions que nous ne pouvons pas prendre et ces décisions parfois influent énormément sur le suivi de l'enfant, sur la santé et aussi sur son éducation. Voilà, merci. Bien, chers amis, c'est avec évidemment un grand plaisir que je suis aujourd'hui avec vous pour fêter les 2 ans du collectif Racine, puisque j'étais présente à sa naissance. Depuis 2 ans, vous agissez, vous vous battez pour le développement du collectif Racine. Je félicite évidemment en particulier son président, Alain Vélo, qui ne manque jamais d'énergie et qui réussit à fédérer un nombre considérable d'enseignants.
Vous êtes les témoins de la politique désastreuse menée par le gouvernement, politique qui n'a de cesse de bafouer l'autorité du professeur et qui fait de l'école une vaste cour de récréation. Vous assistez également à la concrétisation de la réforme du collège, bal tragique orchestrée par Najat Vallaud-Belkacem en bonne élève. Elle applique les recettes catastrophiques de ses prédécesseurs. Le laxisme et le nivellement par le bas sont plus que jamais d'actualité. Et puis on va supprimer les notes, comme ça personne ne saura que c'est la catastrophe. Et pourtant, malgré toutes les attaques dont elle fait l'objet, vous avez décidé de défendre l'école de la République pour qu'elle continue de transmettre les connaissances et puis le goût de la France, pour qu'elle incarne la méritocratie et donne sa chance à tous. On a entendu que c'était loin d'être le cas. Grâce à votre action, je suis heureuse de constater que les enseignants sont de plus en plus nombreux à rejoindre les rangs des patriotes et je tiens particulièrement à vous féliciter aujourd'hui pour l'ouverture de cette nouvelle section Nord du collectif Racine. Cette section semble déjà fort dynamique et je lui souhaite tout le succès du monde. Et je sais que je peux compter sur votre engagement sans faille pour porter nos idées dans le débat des prochaines élections régionales, afin que les régions bleu-marine participent elles aussi au redressement de l'école de la République. Bien sûr, la région ne saurait résoudre seule l'ensemble des problèmes auxquels fait face l'école aujourd'hui, parce que toute une série de sujets que vous avez d'ailleurs évoqués aujourd'hui sont hors, bien entendu, de ses compétences. Mais au niveau des lycées, la région dispose de moyens d'action. Et nous agirons particulièrement dans cette grande région Picardie-Nord-Pas-de-Calais qui accueille chaque jour 200 000 lycéens. Dans cette région, comme dans toute la France, les exécutifs régionaux dirigés par l'UMPS ont eu à cœur de sacrifier l'avenir des lycéens français. Je ne peux que constater la dégringolade de nos académies de Lille et d'Amiens qui enregistrent les performances les plus faibles de tout le pays. Lille se retrouve ainsi à la 27e place sur 30 pour les résultats au baccalauréat général et 23e pour le baccalauréat professionnel. Le manque d'exigence et d'ambition, l'absence d'audace et de volontarisme ont gangréné l'exécutif régional en place. Les socialistes, sûrement plus soucieux de consacrer leur énergie à l'accueil des migrants plutôt qu'à l'avenir de la jeunesse de France, sont responsables de la tragédie qui se déroule sous nos yeux, des départements sacrifiés par inaction ou par paresse. Leur culpabilité est d'autant plus criante à mesure que grossit le fossé entre leur discours et la réalité. Cette réalité, sur les moyens des lycées, vous la connaissez mieux que quiconque. Grisés par la folie des grandeurs, les grands barons socialistes du Nord ont préféré multiplier les lycées alors même que le nombre de lycéens diminue depuis le début des années 90. Je suis favorable au lycée de proximité, mais la proximité n'empêche pas d'éviter les gaspillages. Le constat est sans appel. 4 milliards d'euros ont été engagés par la région depuis 1986 pour les lycées, ce qui représente 40% des dépenses d'investissement. Investissement pourtant vain, puisque 25% des surfaces des lycées ne sont aujourd'hui pas occupées. 70 hectares de surface vide. Mais que de gaspillage, que de mépris pour le contribuable. Si je suis élu présidente de la région Picardie-Nord-Pas-de-Calais en décembre prochain, j'aurai quant à moi l'impérieux devoir de rationaliser la dépense publique pour que l'on respecte enfin le contribuable français. Puisque les effectifs baissent dans les lycées, je privilégierai le qualitatif et réduirai les dépenses superflues. Les dépenses de fonctionnement des lycées seront ainsi strictement encadrées afin d'éviter l'inflation que nous avons connue. Cela passe notamment par une politique volontariste d'économie en agissant sur les structures et sur les comportements individuels. Agir sur les structures, c'est déployer les énergies renouvelables et construire des lycées éco-responsables respectueux de l'environnement. C'est aussi renforcer les groupements d'achat communs d'énergie afin que tous les acteurs publics, régions, départements, communes travaillent en bonne intelligence et fassent pression ensemble sur les fournisseurs pour obtenir de meilleurs prix. C'est encore encourager les lycées à louer leurs logements de fonction inoccupés pour participer à l'effort. On voit qu'un certain nombre de départements, notamment d'ailleurs celui du Nord, nous expliquent qu'il n'y a plus d'argent et qu'ils ne peuvent plus construire de collèges. Je ne comprends toujours pas pourquoi il n'y a pas un accord entre la région et le département, pourquoi des conventions ne sont pas passées pour mettre à disposition des départements les locaux des lycées qui sont vides. Voilà, ceci évidemment irait tout à fait dans l'intérêt des habitants de la région et dans l'intérêt des contribuables.
Agir sur les comportements, enfin. C'est faire de la lutte contre le gaspillage alimentaire une priorité et éveiller la responsabilité écologique de tous les lycéens. Diviser les Français et les dresser les uns contre les autres, voilà ce qu'a fait Nicolas Sarkozy pendant 5 ans, et voilà l'adage qu'appliquent désormais François Hollande et Manuel Valls. Leurs troupes régionales n'ont eu de cesse de répliquer ce modèle et de le décliner dans cette région en opposant lors de la construction des lycées la ville à la campagne, l'enseignement général et technologique à l'enseignement professionnel. Bien au contraire, le conseil régional que je dirigerai agira lui pour les territoires oubliés et les plus reculés pour qu'ils soient en priorité ciblés lors de la construction d'un nouveau lycée. Nous agirons ainsi par les programmes prévisionnels d'investissement de la région pour l'équilibre des territoires. Désenclaver les territoires sinistrés, c'est aussi assurer l'accès de tous à un enseignement de qualité. Les familles du Nord-Pas-de-Calais et de Picardie sont exigeantes et ont un sens aigu de l'excellence. Elles encouragent leurs enfants à rejoindre le meilleur lycée qui offre le plus large choix de formation. Mais ce choix est trop souvent contraint par l'éloignement du domicile, l'éparpillement des établissements et la piètre qualité des transports scolaires. En conséquence, j'encouragerai et je valoriserai le développement de l'internat en harmonisant au maximum les tarifs pour les rendre plus accessibles afin de rapprocher au plus près l'élève du lieu qui le fera réussir. Mon programme et mon action sont guidés par un souci d'égalité des chances. Cette égalité doit permettre à tous, sans aucune distinction, d'aller au bout de ses capacités. Mais il n'est pas d'égalité sans justice sociale. Et la justice passe notamment par un accès de chaque lycéen à une restauration scolaire de qualité. Mais comment expliquer aux parents que le repas du lycée Condorcet d'Amiens coûte 3,85 € alors qu'il est de 3,75 € au lycée Faidherbe de Lille? Comment accepter qu'au sein même du Nord-Pas-de-Calais, le prix du repas varie entre 2,80 € et 4,15 € et bafouer l'égalité des usagers devant le service public? Eh bien moi je porterai l'harmonisation des tarifs de la cantine scolaire, car je souhaite que tous les lycéens de cette région accèdent à une alimentation équilibrée, qu'ils soient sensibilisés par des programmes d'éducation à la santé, à une nutrition de qualité. Cette qualité, nous l'assurerons par le choix des ingrédients qu'utilisent les cuisiniers des lycées. Vendu à la mondialisation, François Hollande a d'ores et déjà trompé nos agriculteurs. Il n'hésite même plus à affirmer, comme lors de son discours à Dijon de juillet dernier, que 2/3 de la viande achetée par l'État ne provient pas de France. C'est inacceptable, car c'est faire courir le risque à nos lycéens de consommer des produits à la traçabilité douteuse et de piètre qualité, mais plus encore, c'est une insulte envers nos producteurs, c'est du mépris envers nos éleveurs. En tant que présidente de région, je veillerai à ce que l'approvisionnement des cantines respecte la priorité régionale et privilégie par les circuits courts le producteur français de Picardie, du Nord-Pas-de-Calais, attentif quant à lui à ses produits. Notre politique visera aussi progressivement à refuser les viandes qui sont issues de l'abattage rituel, c'est-à-dire la mise à mort sans étourdissement préalable de l'animal. Je vous rappelle que cet étourdissement préalable est imposé par les directives européennes. Nous voulons encourager un mode d'abattage plus laïque et moins barbare avec les animaux. Viser à ne plus proposer dans les lycées de viande halal, c'est la condition essentielle pour que soit respectée la laïcité et l'égalité entre tous les lycéens et au passage leur sécurité sanitaire. Je vois déjà les procès que me feront les tenants du communautarisme, mais je les renvoie à la jurisprudence qui énonce que le fait de prévoir des menus en fonction des pratiques confessionnelles ne constitue ni un droit pour les usagers, ni un devoir pour les collectivités. Les demandes et les pratiques communautaristes n'ont pas leur place dans les régions qui sont républicaines. Enfin, et c'est une condition essentielle pour la réussite de nos lycéens, la sécurité. Les violences aux personnes, les trafics de drogue, les atteintes aux biens se multiplient dans notre pays et se répandent dans nos lycées. Je refuse que la région que je dirigerai désarme face aux fauteurs de troubles, car ceci hypothèque l'avenir de nos lycéens. En conséquence, la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie encouragera le déploiement de caméras de vidéoprotection, de dispositifs anti-intrusion et même de portiques de sécurité si c'est nécessaire dans certains lycées afin de mettre fin au débordement. Enfin, nous croyons à la tolérance zéro et n'accepterons plus que les biens des habitants de la région soient dégradés sans aucune suite judiciaire. Les lycées, ils n'appartiennent pas
au conseil régional. Ils appartiennent aux habitants de la région Picardie-Nord-Pas-de-Calais. Nous déposerons donc plainte systématiquement en cas de dégradation et systématiquement nous nous constituerons partie civile afin de réclamer des dommages et intérêts pour que les habitants ne soient pas victimes d'une forme de double peine. La sécurité est un domaine régalien, mais face à la politique laxiste de Mme Taubira et de l'UMP, il est crucial que la région épaule les forces de l'ordre et le personnel des lycées. La région apportera ainsi son expertise technique aux proviseurs, souvent, il faut bien le dire, désemparés face à de tels excès et souvent, il faut le dire aussi, lâchés par leur hiérarchie face à ces fauteurs de troubles. Je présenterai plus tard dans la campagne, dans la partie de mon programme liée à l'apprentissage et aux différentes filières, les moyens que nous développerons afin de faire connaître aux lycéens les filières qui recrutent, afin de susciter chez eux d'abord la curiosité à l'égard de métiers qui probablement dans beaucoup de cas ils ne connaissent pas, mais aussi éviter de les lancer dans des filières qui sont en réalité des filières parking ou des filières sans issue. Moi j'ai une proposition, elle coûte 0 €, c'est peut-être pour ça qu'elle n'a jamais été mise en œuvre d'ailleurs. Elle consiste à mettre sur un panneau d'affichage dans chacun des lycées de la région, précisément, tous les 3 mois, l'ensemble des métiers qui recrutent. Parce que l'élève de seconde, puis de première, puis de terminale, eh bien, à force de voir ces filières de métiers qui recherchent des employés, eh bien, s'intéressera à ces métiers et peut-être découvrira des métiers qui lui offriront un avenir, une embauche. On voit trop de lycéens qui sont encore une fois envoyés dans des filières dont nous savons pertinemment qu'il y a au bout le chômage. Alors, mes chers amis, vous l'aurez compris, la route qui s'ouvre devant nous est longue et redresser l'école de la République et la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie requiert du courage et une exigence sans borne, mais je sais parfaitement que ce sont les sentiments qui vous animent. Alors vive le collectif Racine, bon anniversaire à lui, vive le collectif Racine Nord, joyeuse naissance, vive la Picardie, vive le Nord-Pas-de-Calais, vive la République et vive la France. Et merci à vous d'être venus à ce lancement.